n'y a pas beaucoup de journalistes, donc je vais aller très très vite sur l'introduction parce que l'intérêt c'est peut-être d'avoir des questions. Nous simplement on fait cette conférence de presse. Évidemment qu'il n'y a pas que la situation sanitaire, mais évidemment aussi que c'est une rentrée hors norme. Et de ce point de vue-là, des choses qu'on a déjà dites les uns et les autres dans la presse, hein, mais on voulait le redire un petit peu solennellement. L'école, l'université, les services publics en général ont besoin d'être confortés dans cette situation qui est difficile et ils n'ont pas besoin de déclarations à l'emporte-pièce comme on peut en avoir très souvent de la part de Jean-Michel Blanquer. Et quand Jean-Michel Blanquer dit encore hier, c'est une rentrée qui s'est faite dans la joie, certes la rentrée s'est faite, les personnels ont tenu le coup, mais c'est une rentrée qui s'est faite évidemment aussi dans une forme de gravité, avec toute la conscience du rôle qu'ont les personnels de l'éducation nationale, de l'université, pour justement faire tenir le lien social. Mais cette idée que ça se serait fait dans la joie, la bonne humeur et sans aucun problème, c'est un déni des difficultés. Ça se fait avec gravité. Aujourd'hui, effectivement, on est content de pouvoir rouvrir, d'avoir rouvert la plupart des écoles, des établissements scolaires, des universités, mais il y a encore d'une part d'enseignement à distanciel dans les universités qui est prévu, d'autre part des fermetures d'écoles et d'établissements, et puis on est peut-être pas encore, enfin en tout cas on ne peut pas faire de bilan précis pour l'instant, puisque par définition les écoles ayant ouvert depuis une grosse semaine, on peut craindre aussi que la suite oblige à enfermer un nombre plus important que ce qu'il y a actuellement. Par ailleurs, bon, on le dira, mais les chiffres du ministère sur les écoles et les établissements fermés à cette heure nous semblent très minorés. Mais ça on l'a déjà dit aussi, je vais passer très vite, hein, mais c'est important pour nous et pour comprendre dans quelle position on se place à cette rentrée. On a le sentiment d'un déni des besoins. Il n'y a pas assez d'adultes dans les établissements de manière structurelle, dans les écoles, dans les universités. Mais en temps d'épidémie, c'est encore plus flagrant, c'est encore plus problématique. Déni des besoins aussi sociaux. On est dans une situation sociale compliquée, des élèves qui ont vécu une période de confinement compliquée, une situation sociale qui risque de s'aggraver, des personnels sociaux qui, de fait, sont confrontés à une situation très compliquée et pour laquelle ils n'ont pas les moyens toujours de faire face, et on ne prend pas la mesure des besoins qu'il y aurait en termes de rattrapage de retard scolaire, en termes sociaux, en termes divers et variés, pour faire face aux difficultés dans le service public. Ça passe par plus d'adultes, ça passe aussi par une autre politique, on en parlera aussi, que celle qui passe par des évaluations, par le fait de classer des élèves dans des grilles un peu absurdes, qui est la poursuite d'une politique qui est menée depuis le début de ce quinquennat et qui, là aussi, ne répond pas aux difficultés du système, de même que la réforme du lycée, c'est aussi une pression à l'évaluation qui est particulièrement compliquée à mettre en œuvre dans cette période difficile. Les personnels, globalement, ont besoin de reconnaissance. Ça passe par exemple par une revalorisation salariale et on voit que tant dans l'enseignement supérieur, avec un protocole qui qui comporte un grand nombre d'insuffisances, voire même de dangers, que dans l'éducation nationale où les 400 millions sont annoncés avec l'annonce pour la 4e rentrée consécutive que le sujet des rémunérations est un sujet important, est sur la table, va être étudié, va être observé. On est de nouveau dans ces déclarations d'intention sans aucun effet et avec déjà l'annonce que les revalorisations ne concerneraient qu'une partie des personnels puisque seuls les enseignants seraient concernés. Et donc, bien sûr, c'est important la revalorisation des personnels et nous continuons à porter ces sujets-là au niveau de la fonction publique. Ce que je disais, il y a quelque chose dans le supérieur, il y a quelque chose à l'éducation nationale, on a vu qu'il y avait eu le Ségur de la santé, le gouvernement saucissonne les problèmes et ne veut pas traiter la question de la fonction publique au niveau global. Et pour le coup, ça, la FSU le porte très fortement, la question des services publics. On a vu que les hôpitaux étaient en première ligne, comme on disait. Les écoles aussi sont un maillon essentiel de la société. On le voit à cette rentrée.
Et de fait, il faut avoir une politique globale pour l'ensemble des services publics et une revalorisation de leur personnel. Donc voilà, on a vu aussi, on pourra en parler, j'en dis juste un mot comme ça très rapidement, non pas pour évacuer le sujet, mais pour dire qu'on est inquiet du fait qu'on centre le débat sur le prétendu séparatisme. On a vu Jean-Michel Blanquer redire que désormais il allait prendre le problème à bras-le-corps et que l'important là c'était de lutter contre les séparatismes religieux. Non pas qu'il n'y ait pas de sujet avec les inégalités, les discriminations et donc évidemment que le respect de la laïcité qui est un des fondements aussi de ce qu'on porte à la FSU. Mais si on part dans un débat comme ça, en stigmatisant des populations, en stigmatisant une religion en particulier, puisque ça a été cité nommément, et c'est souvent cité nommément hein, les musulmans, on est dans quelque chose qui dont on voit bien que c'est aussi une manière de faire diversion et d'autres syndicats dans la salle, puisque dans l'éducation nationale, d'une part, il y a 9 syndicats nationaux dans la FSU. Par ailleurs, il y a l'enseignement agricole. Par ailleurs, dans les établissements interviennent des agents territoriaux. Donc, on a également notre syndicat de la territoriale, le SNUTER. Et puis, on a tenu également à lier ces questions de rentrée scolaire à la rentrée universitaire sur les mêmes problématiques. Et donc, il y a également ici donc, Anne Roger, et puis ensuite, je les présente quand même, donc Benoît Hubert, donc Anne Roger SNESU, Benoît Hubert SNEP FSU, donc c'est l'éducation physique et sportive, Safia Guerechi du SNICS, le syndicat des infirmières scolaires, des infirmiers et infirmières scolaires, Frédéric Rollet, SNES FSU, le second degré, Guylaine David, SNUIPP FSU, le premier degré, et Sigrid Gérardin du SNUEP FSU, l'enseignement professionnel. Voilà, donc peut-être Guylaine, tu veux pour le premier degré? Alors très rapidement, effectivement, sur la situation actuelle dans les écoles et sur la situation après une semaine de rentrée, on le voit, et Benoît l'a dit, beaucoup d'écoles actuellement sont fermées ou en partie avec certaines classes fermées. Nous l'avons dit depuis le 15 août, on a cessé de le redire, le protocole allégé ne permet pas justement de minimiser les fermetures de classe parce que on le voit avec la question du brassage des élèves qui n'est pas interdit dans le protocole et qui est pratiqué dans pas mal d'établissements. Et puis sur la question de l'allègement des groupes de classes, puisqu'effectivement les classes sont chargées et beaucoup d'élèves fréquentent et se côtoient et se croisent dans les écoles. Il y a vraiment une inquiétude au bout d'une semaine de rentrée parce que nous avons actuellement dans les classes et dans les écoles beaucoup d'enfants qui sont concernés parce qu'ils sont soit des cas contacts avec des parents concernés par le Covid ou bien qui sont qui ont des symptômes et qui sont évincés de l'école. On a aussi des adultes, des enseignants qui sont évincés et remplacés parce qu'ils ont le Covid. Donc on est sur des chiffres très certainement qui sont au-delà des chiffres annoncés par le ministère. On s'en rend compte tous les jours. Sur cette gestion, Benoît l'a dit, on a l'impression d'une impréparation du ministère et puis d'un déni de ce qui a pu se faire à la rentrée et de ce qui se fait actuellement encore. Là, on rentre dans la mise en place de l'application, on va dire, de la continuité pédagogique et on le sait, les équipes ne sont pas prêtes parce qu'on n'est pas dans la même situation qu'au mois de mai et il ne suffit pas de dire qu'on a un plan de continuité pédagogique pour qu'il s'applique et qu'il se mette en œuvre du jour au lendemain dans les établissements et dans les écoles. On voit bien que ça reste compliqué et là, on va avoir des équipes qui vont exploser dans les jours à venir parce qu'elles vont être confrontées à cette mise en place qui n'est pas anodine.
d'autant que l'enseignement à distance, on le sait, lors de la période de confinement et toutes les enquêtes l'ont démontré, l'enseignement à distance a été difficile à mettre en place au mois de juin et on sait que ça va être encore compliqué. D'abord parce que toutes les équipes et toutes les familles ne sont pas forcément équipées. On n'a pas fait le bilan au moment du confinement et du déconfinement de ce qu'est cet équipement dans les familles et on sait que ça va encore poser des problèmes. Alors le ministre dit il remet en place les systèmes de classe à la maison et de CNED, mais on le sait, les enseignants n'ont pas utilisé cette méthode de travail et d'enseignement à distance pendant la période de confinement, parce qu'il est très certainement peu adapté à ce qu'ils font eux-mêmes dans leur classe. Donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent actuellement aux enseignants et il va y avoir certainement dans les semaines à venir un besoin pour les équipes de se réunir et de mettre en place tout ce qui doit se mettre en place si les écoles ferment. Et on ne peut pas dire qu'on n'est pas plus prêt que le 22 juin parce qu'on n'a pas tiré toutes les leçons du confinement. Alors, la priorité pour les enseignants en cette rentrée et l'urgence, elle est bien évidemment de recréer du lien entre les enseignants, les élèves et les élèves entre eux. C'est important parce qu'on le sait, les inégalités se sont creusées dans cette période de confinement. Les enseignants vont devoir adapter leurs apprentissages, les apprentissages et leur pédagogie pour pouvoir mettre en œuvre dans la classe des choses qui vont permettre aux élèves de progresser. L'hétérogénéité, on le voit là, après une semaine de classe, les enseignants sont capables de dire qu'il y a une plus forte hétérogénéité que d'habitude. On sait que ces inégalités sont très criantes. Il y a une prise de conscience des enseignants de ce point de vue-là. Mais la réponse du ministère n'est pas à la hauteur, puisque tout ce qui est mis en place actuellement pour réduire ces inégalités sont des choses qui vont se passer hors de la classe, avec les stages de remise à niveau qui sont annoncés ou d'autres dispositifs, mais rien n'est mis en place sur la classe et sur le temps scolaire. Nous l'avions demandé, il y avait la possibilité de mettre en place, de recruter massivement des enseignants pour pouvoir alléger les groupes et remettre en place des postes tels que les plus de maîtres que de classe qui ont disparu lors des dernières cartes scolaires. Et puis, il y a aussi la question des enseignants spécialisés qui ne sont pas suffisants dans nos écoles et qui vont manquer cruellement aux enseignants dans les classes pour mettre en place des stratégies pour que les élèves puissent apprendre et puissent récupérer ce retard accumulé. Et puis, il y a aussi une certaine pression qui est mise sur les enseignants actuellement parce qu'on nous dit qu'il faut rattraper ce retard pour les vacances de la Toussaint. On nous dit qu'il faut faire des évaluations. Dès la semaine prochaine, lundi prochain, les évaluations nationales seront mises en place, comme d'habitude, les mêmes que d'habitude, avec d'ailleurs dans ces évaluations des questionnaires sur comment s'est passé le confinement pour les élèves et dans les familles. Il y a des choses très, très contestables dans ces évaluations. Nous le disons depuis 3 ans, mais encore plus cette année. Elles ne sont pas adaptées en cette période de rentrée hors normes. Et pourtant, les enseignants vont devoir les mettre en place. Nous avons initié une pétition avec d'autres organisations syndicales et la FCPE sur ce sujet. Et puis, nous avons demandé depuis quelque temps déjà l'annulation de ces évaluations. On sait que ça va être stigmatisant pour certains élèves, et puis on sait aussi que les enseignants ont l'habitude d'évaluer leurs élèves, ils ont l'habitude de les observer et de les faire évoluer, et ils n'ont pas besoin de ces évaluations nationales. On l'a démontré ces dernières années, elles n'aident ni les élèves ni les enseignants à faire progresser leurs élèves. On a vraiment le temps là dans les classes d'avoir des temps, des moments d'apprentissage collectif et d'un retour à la création du lien et de temps pour mettre en place des apprentissages. Et ce n'est pas parce qu'on prend le temps qu'on n'apprend pas, bien au contraire. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le premier degré à une semaine de la rentrée. Je ne vais rentrer pas plus dans les détails de précision sur le premier degré. Je laisse la parole au second degré à Frédéric. Très très vite, parce qu'on avait déjà dit pas mal de choses depuis la pré-rentrée. On a des remontées maintenant des académies, et ce que nous disent les collègues, c'est à peu près toujours la même chose.
C'est un état d'esprit ambivalent, partagé entre la volonté de reprendre en présentiel avec tous les élèves, parce que l'école à distance n'était pas véritablement l'école, et ça a été dit, accroissait les inégalités, et l'anxiété qui est inhérente au contexte sanitaire, du fait, encore une fois, du flou des paroles du ministre, qui assure de façon répétée que tout est prêt. On a même vu plusieurs titres de gros journaux. Nous sommes prêts à tout, pardon. Donc, toujours dans le déni des difficultés. Or, on constate évidemment que cette impréparation, elle se traduit à la fois sur le plan sanitaire. J'ai dû contacter la secrétaire générale du ministère pour expliquer que, par exemple, il n'y avait pas de distribution de nouveaux masques dans tous les établissements. Dans certains établissements, on fonctionne encore avec les masques qui ont été distribués au printemps dernier. Dans d'autres, il y en a eu de distribués, alors que, paraît-il, il y a des stocks. Donc, pourquoi cette disparité ? On a la question des masques transparents. On a des collègues qui ont des élèves malentendants, qui doivent pouvoir lire sur les lèvres, les élèves allophones dans les SUPE2A, y compris d'ailleurs les professeurs de langue ou d'éducation musicale. Ça serait quand même plus facile d'avoir des masques transparents. Donc il paraît que là on en a commandé, mais enfin on aurait pu là aussi anticiper un tout petit peu. Beaucoup de questions aussi sur le cas des élèves en quarantaine, que doit-il se passer, quel dispositif donc, de continuité pédagogique, et puis des problèmes liés au cas de personnes contacts. On commence, alors on est obligé tous les jours de quémander des informations pour savoir quelle est leur situation, elles bénéficieront d'une autorisation spécifique d'absence, ce qu'on appelle les ASA. Et puis, on n'a toujours pas de réponse, par exemple, pour les personnes qui sont chez elles, qui vivent avec quelqu'un qui est atteint de la Covid, que ce soit conjoint, conjointe, enfant, etc., etc. Donc, quelle est leur situation ? Donc, il reste sur le plan sanitaire énormément de questions. Et évidemment, dans le second degré, vous savez, on a encore au moins sur les 4 années à venir une augmentation d'effectifs. Et non seulement nous n'avons pas eu de création, mais on a eu depuis 4 ans des suppressions. On avait chiffré à 5690 depuis la rentrée 2017 les suppressions d'emplois. Et le fait d'avoir des classes avec des effectifs très lourds, c'est dit par les collègues, ça aggrave l'aspect sanitaire, parce que bon, c'est déjà pas facile de faire cours avec un masque, mais quand on est toute la journée dans une classe où il y a 35 élèves, où la température augmente d'autant plus, c'est encore plus compliqué. Donc on a cette question donc, des effectifs. Alors là encore, on regrette ce qui ne se soit pas passé, ce qui s'est passé en Espagne ou en Italie, où il y a eu des recrutements personnels, même si ce n'est pas toujours des titulaires d'ailleurs, mais enfin où il y a eu quand même une prise en compte de ce qu'était les effets de l'épidémie. On n'a pas eu ça en France. On voit des élèves qui ne sont toujours pas affectés. Alors, il y en a en Seine-Saint-Denis. On en a à Paris aussi des 6e qui n'ont pas encore trouvé d'affectation. Donc, la montée démographique n'a pas du tout, là encore, été anticipée, prise en compte. Enfin, ou alors, elle était connue, mais on n'a pas derrière ni obligé les moyens suffisants. Les vies scolaires, c'est pareil, explosent, puisque les assistants d'éducation dans les établissements doivent contrôler à l'entrée des établissements que les jeunes portent le masque, leur faire désinfecter les mains, etc. etc. Tout ça conduit, évidemment, des rapports fréquents avec les familles, conduit à un surcroît de travail. Et pour aller très vite, en matière donc, pédagogique, la seule réponse, c'est l'augmentation du nombre d'heures supplémentaires. Alors, avec une augmentation qui en partie est financée par ce qu'étaient les heures distribuées au 2e semestre pour devoirs faits en collège, puisqu'elles n'ont pas été forcément consommées. Or, on est toujours dans des dispositifs d'externalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir des groupes en classe comme nous l'avions souhaité. Et alors sur le lycée, là encore, les conditions sanitaires sont d'autant plus compliquées que la réforme du lycée. Alors pour le coup, c'est
là, c'est du brassage permanent, j'allais dire, hein, puisque on a dans les classes des élèves, quelquefois en première, qui vont avoir des enseignements spécialités très différents, voire même pour le même enseignement spécialité, des profs différents. Et on a des professeurs principaux, et d'ailleurs on commence à avoir de plus en plus de mal à trouver des professeurs principaux, qui disent que de toute façon, ils ont beaucoup de difficultés à suivre les élèves dont en principe ils ont la charge, parce qu'ils ne les connaissent pas et qu'ils sont un peu dispersés un peu partout. Donc, un gros sujet, et évidemment la question du non-brassage relève là purement de la fiction, puisque les élèves passent leur temps justement à bouger. Donc, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan des conséquences pédagogiques, y compris pour tout ce qui est gestes professionnels, comment on manipule, comment on fait de la musique, etc. Je suppose que sur le PS, je laisse mon Benoît en parler. On a très peu, on a eu très peu de soucis de la part du ministère, et un sentiment vraiment chez les collègues, encore une fois, de laisser les gens se débrouiller et de renvoyer à la conscience professionnelle des uns et des autres le fait d'essayer d'assurer une scolarité qu'on souhaite la plus normale possible pour les élèves. Alors, dans la voie professionnelle, le bilan de cette rentrée, c'est un peu les conséquences en fait de l'impréparation et de la légèreté avec laquelle le ministre, lui, a préparé cette rentrée, notamment des sujets importants, les sujets sanitaires, certes, les sujets pédagogiques, mais aussi le sujet de la crise sociale et économique que nous commençons à vivre de façon assez prégnante. Alors, très rapidement, au niveau du sujet sanitaire, ce que l'on craignait arrive, c'est des tensions qui commencent à poindre dans les établissements entre les équipes et leur hiérarchie, du fait qu'on n'a pas de clarification sur les procédures et les protocoles à mettre en œuvre en cas de cas contact, en cas de cas avéré, en cas de cas de contact dans l'établissement ou dans la famille, etc. On a toujours un souci sur les ateliers puisqu'on est dans du bricolage. Selon les filières professionnelles, surtout dans le bâtiment, dans la production, dans l'industrie, chaque personnel bricole pour essayer de sécuriser au maximum les ateliers. Et puis au niveau pédagogique, évidemment, quand des collègues sont mis en distanciel, rien n'a changé. Nous ne sommes pas prêts. Je rejoins les propos de mes camarades. C'est encore du bricolage. Les environnements, les ENT ne sont pas mieux adaptés qu'au mois de mars et nous travaillons toujours avec nos propres équipements. Maintenant, nous, ce qui nous alerte, ce qui nous inquiète énormément aussi, c'est évidemment les effets de la situation sociale et économique, puisque vous savez que la voie professionnelle est en prise directe avec cette situation sociale et économique. Alors en prise directe, même lorsqu'on est en situation scolaire, puisqu'il y a ces histoires de stage. Nos élèves alternent des périodes dans les lycées et en entreprise. Nous avons alerté le ministre sur les risques des difficultés que nous allions rencontrer à aider nos élèves à trouver des stages. Eh bien, ça y est, c'est une réalité sur le terrain. Déjà parce que certaines PME sont victimes justement des difficultés économiques et ont fermé. Or, ce sont plutôt les PME et les TPE qui prennent majoritairement nos élèves en stage. Il y a un gros souci évidemment dans les filières de production puisque c'est eux qui subissent le plus de destruction d'emplois. Et puis, il y a une peur légitime des tuteurs de prendre des élèves à cause de cette situation sanitaire. Donc là, il va être nécessaire que notre administration prenne un peu des décisions. Ça aurait pu être anticipé. Il est encore possible de tenter un plan B. Hein. Il est encore possible peut-être de réduire les semaines de stage cette année parce que c'est une année particulière. Il est possible de différer ces semaines de stage en fin d'année pour voir si au cas où la situation se stabilise. Et puis nous, ce qu'on revendique aussi, c'est de recruter des personnels, des directeurs délégués à la formation professionnelle, ce qu'on appelait les chefs des travaux avant, et qu'il y en ait dans chaque établissement. Ça devient une priorité et une urgence. Alors, deuxième effet de la crise économique qui peut pas effet de la crise économique, deuxième effet du confinement à mettre en perspective avec la crise économique, c'est évidemment le décrochage scolaire. Alors, nous avons des décrocheurs, les décrocheurs lors du confinement, c'est à peu près 60%. Hein.
nous en avons une grande partie qui est revenue dans les établissements. Or, rien n'a été envisagé pour le retard, pour rattraper le retard. Pour le ministre, il n'y a pas de sujet, puisque lui, la réponse, elle est claire. Ils ont eu les étés du pro, ils vont avoir des petits stages pendant les vacances d'octobre et tout va se résoudre. Là, on est en train d'observer sur cette première semaine que le retard est énorme pour ces élèves-là. Nous mettons sur la table le fait d'abolir les dispositifs pédagogiques et de les rendre aux disciplines, ce qui permettrait à chaque élève d'avoir 5 heures de plus d'enseignement général et professionnel par semaine, ce qui ne coûterait rien en réalité. Donc on voit bien que le ministre, refusant d'accéder à cette revendication, n'est pas dans un objectif d'améliorer en fait les conditions d'études de nos élèves. Et puis, grosse crainte évidemment, c'est sur tous ces élèves qui ne sont pas revenus. On est en train de faire le bilan et il y en a. Grosse crainte aussi sur tous ces élèves qui n'ont pas de solution pour l'instant de poursuite d'études. Là, je pense que le SNESUP en parlera. Pour nous, là, il y a un vrai sujet parce que c'est l'avenir et la sécurisation des parcours professionnels de ces jeunes qui est en jeu. Il y a un vrai sujet et le ministre répond en brandissant son plan jeunesse. Or, ce qu'on se rend compte quand on regarde le plan jeunesse, c'est qu'il est loin d'être à la hauteur. Et ce qu'on voit aussi, c'est une tendance qu'on a observée quand même depuis 2 ans, c'est que l'éducation nationale ne pilote quasiment plus rien pour ce qui est de la voie professionnelle. C'était déjà pareil avec la loi Pénicaud. On le retrouve en réalité sur les 200, 300 000 formations qualifiantes, alors rien de diplômant évidemment, nous aurions que 6 000 places d'ouverture dans les lycées professionnels, dont nous n'avons encore pas identifié dans les académies. Il serait bien, à un moment donné, qu'ils nous disent où se situent ces 6 000 places et qui il va mettre en face comme enseignant pour pouvoir mettre en place ces FCIL. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des formations, ce sont des bac+1 non diplômants, non qualifiants. Je vais arrêter. Donc voilà. Pour nous, il est nécessaire aujourd'hui, face à cette crise économique et sociale, de renforcer la voie professionnelle. Et c'est renforcer et les formations, et les diplômes, et la revalorisation des salaires et des carrières des enseignants. Heureusement qu'il me fait signe, j'ai pas. Alors pour le sup, pour le supérieur, il me semble qu'on a évidemment aussi une rentrée qui est particulièrement compliquée, mais pas forcément pour les mêmes raisons que les collègues du primaire et du second degré et de la voie pro. On a 3 points, me semble-t-il, qui marquent notre rentrée. D'abord, on a une hausse des effectifs et pas de moyens suffisants pour accueillir les étudiants, les futurs étudiants ou les jeunes qui souhaiteraient rentrer à l'université. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'hybridation généralisée des enseignements, c'est-à-dire un certain nombre d'enseignements qui se font à distance et d'autres en présentiel. Et il faut jongler avec ça. Et puis le troisième point, c'est la loi de programmation pluriannuelle de la recherche et une ouverture des débats parlementaires qui ramène dans l'actualité toutes les questions qu'on avait déjà évoquées largement l'année dernière. Alors sur la question de la hausse des effectifs et du manque de moyens pour les accueillir, il faut rappeler qu'on a cette année plus de 30 000 étudiants, enfin 30 000 étudiants supplémentaires à accueillir, et qu'on n'a eu aucun moyen supplémentaire, donc on doit les accueillir à moyen quasi constant, et que la crise sanitaire, elle ne fait qu'aggraver la situation, puisque un grand nombre d'établissements ont mis en place des règles de fonctionnement qui respectent la distanciation physique et donc qui divisent la jauge des salles de cours en 2 et celle des amphis également, et les effectifs, quant à eux, restent identiques. Donc, déjà, dans un temps normal, on manque de surface pour accueillir tous les étudiants, indépendamment de la crise sanitaire. Et donc cette année, ça devient vraiment insoluble. Alors sur cette question, évidemment, la ministre nous dit vous nous reprochez de ne pas investir. Bien sûr que si, on a mis énormément de moyens. Et donc cet été, la ministre a créé 10 000 places supplémentaires dans les formations. 10 000 places supplémentaires créées au cœur de l'été quand les emplois du temps sont déjà faits et qu'on n'investit que 20 millions pour financer ces 10 000 places. Ça fait 2 000 € par étudiant. Quand un étudiant, ça coûte à 6 à 7 000 €. Et bien, ça fait qu'aujourd'hui, évidemment, les établissements ont créé ce qu'ils pouvaient comme place. Et donc, on en est à un peu plus de 5 000 places créées pour le moment. Et des conditions d'accueil pour les étudiants assez déplorables.
Dans le plan de relance ont été annoncées aussi 30 000 places supplémentaires, 10 000 pour la rentrée, on les attend, on ne sait pas comment ils vont être financés, et puis 20 000 pour 2021. Donc ça fait 30 000 au total, alors que 30 000 c'est ce qu'il nous fallait déjà cette année et que la hausse des effectifs va se poursuivre. Donc on ne peut pas, de notre point de vue, gérer l'avenir de la jeunesse de cette manière-là. Ça a déjà été dit tout à l'heure. Que vont devenir tous les jeunes qui restent sur le côté dans un contexte de crise sociale particulièrement grave? Donc ça, c'est très inquiétant pour l'avenir. Alors évidemment, dans ces conditions-là, l'hybridation, elle apparaît comme la solution miracle, hein, puisque la ministre fait largement la promotion de cette hybridation. Elle finance des appels à projets sur l'hybridation des formations. On a près de 40 millions d'euros qui ont été injectés dans l'hybridation des formations. Et la ministre ne manque pas d'évoquer régulièrement une révolution pédagogique autour du numérique. Donc on est en plein dedans. Et donc sous couvert de la crise numérique, on est en train d'assister à une dérive virtuelle qui change complètement la nature de notre métier. Et on a des questions très concrètes qui se posent et qui montrent que la situation est loin d'être réglée. Pour les étudiants, on se retrouve avec des situations assez ubuesques, puisque certains étudiants arrivent en cours à 8 heures et en cours en physique, en présentiel. Puis de 10 à 12, ils ont un cours en hybridation, à distance. Donc il faut qu'ils trouvent un endroit pour aller se connecter. Et donc les BU sont saturés en ce moment. Donc les étudiants se connectent dans les couloirs avec leur téléphone. Et puis après, à nouveau à 14 heures, ils doivent être en physique parce qu'ils ont cours sur le campus. Et puis à nouveau de 16 à 18 à distance. Et donc ça devient des situations énormes. Et moi, j'ai fait cours la semaine dernière et je suis arrivée le mercredi pour faire cours à 14 heures. Et on m'a dit, madame, ça fait du bien de voir quelqu'un parce que vous êtes la première personne à voir qu'on voit physiquement. Ils avaient attaqué leur semaine le vendredi de la semaine d'avant. Hein. Donc il ne faut pas oublier quand même que sur cette modalité, le confinement avait mis en évidence un décrochage des étudiants en difficulté sur la base de cet enseignement hybride, et que donc généraliser ce mode de fonctionnement, c'est finalement acter l'échec de certains étudiants. Et pour les profs, ça pose aussi un certain nombre de problèmes, puisque de fait, quand on est à distance et qu'on se connecte de chez soi pour faire cours, on ne vient plus dans l'établissement, et donc continuer à travailler collectivement dans ces conditions-là, c'est particulièrement compliqué. Coordonner les emplois du temps, etc., c'est très compliqué. Alors, la ministre a affirmé, mais j'ai entendu la même chose pour mes camarades, qu'on était prêt, évidemment. Donc, on l'invite à venir voir un petit peu ce qui se passe dans l'établissement pour constater la réalité. Et puis, peut-être aussi pour mettre à jour sa vision des cours magistraux, puisque les déclarations qu'elle a faites cette semaine, dépeignant les enseignants faisant leurs cours dans les amphis, en train de lire leurs cours face à des étudiants qui seraient passifs et qui prendraient la bonne parole, ce n'est pas forcément la réalité de ce qu'on fait aujourd'hui, et on attendrait de la ministre davantage de considération. Et puis enfin, le dernier point, c'est la LPPR, évidemment, et l'ouverture des débats parlementaires. L'examen du texte a commencé en commission et puis se poursuivra en assemblée plénière à partir du 21 septembre. Alors, je ne rappelle pas pourquoi nous avions dénoncé, enfin si, je vais le rappeler en quelques mots seulement, mais nous avions dénoncé la LPPR durant toute l'année dernière. Les points que nous avions dénoncés font partie du projet du texte qui va être examiné, puisque rien n'a été enlevé de ce que nous dénoncions. La précarisation, la multiplication des statuts dérogatoires, le renforcement de la concurrence, le financement sur la base d'appel à projets, etc. On a déjà dénoncé toutes ces choses l'an dernier. Et dans l'actualité, Benoît l'a annoncé, on a enfin un avant-projet d'accord relatif à l'amélioration des rémunérations et des carrières qui a été présenté, qui présente évidemment, ce qu'a dit Benoît, des insuffisances et des dangers. Et on lui reproche un certain nombre de choses. On est en train de discuter avec le ministère, mais on a fait état d'un certain nombre de limites. Et les 3 limites que je souhaiterais poser avant de laisser la parole, c'est que cet avant-projet de protocole met l'accent surtout sur une revalorisation sur la base de primes, et donc qui ne concernerait, dont 50% ne concernerait que quelques collègues, et donc seulement 50% concernerait tout le monde. Un lien évident avec la LPPR
qui ne nous convient pas puisque l'avant-projet intègre la création des professeurs de chaire junior que nous avons dénoncé et que nous continuons à dénoncer, et qu'elle conditionne donc la création d'un certain nombre de postes à cette acceptation de création de ces chaires. Et puis, le dernier point, c'est évidemment la question du calendrier, puisqu'on a à peu près une réunion tous les 2 jours avec le ministère en ce moment, ce qui n'est pas une façon très sérieuse de travailler. Et la méthode, puisque ne pourrait poursuivre les discussions sur ces questions de revalorisation que les signataires de ce protocole, qui pour l'heure est pourtant très flou. Voilà. Je vais prendre la parole pour les infirmières de l'éducation nationale, donc Safia Guerechi, pour le SNIC FSU. Nous, dans notre secteur, comme vous l'imaginez, mes collègues vous ont déjà parlé du creusement des inégalités scolaires, et en tant que professionnels de santé dans les établissements, on a été fortement impactés et sollicités par rapport à cette crise sanitaire, et on l'est encore aujourd'hui. Alors, 6 mois après le début de cette crise sanitaire, on a eu du mal à comprendre que le protocole sanitaire qu'on souhaitait fiable, opérationnel et applicable n'était finalement adapté qu'à la veille de la rentrée. Mais on a malgré tout essayé de mettre en place un accueil sécurisé et bienveillant dans les établissements. Mais au-delà de ce travail d'accompagnement aux gestes barrières et éducatifs finalement au sein des institutions, ce qui nous semble primordial face au creusement des inégalités engendrées par le confinement, c'est nos rôles d'accueil et d'écoute auprès des élèves de façon à ce qu'ils aient un égal accès à la réussite scolaire. Ce travail est difficile à l'heure actuelle parce qu'on souffre d'un manque criant de besoins qui précédait cette crise. Et là, on nous demande à moyens constants d'assurer nos missions habituelles et d'assurer les conséquences et les retards sanitaires liés au confinement, mais également de renforcer, et ce qui est bien normal puisque c'est nos missions, nos actions en direction des élèves décrocheurs, des élèves les plus fragiles et de ceux à besoins particuliers. Donc pour lutter contre ces inégalités sociales et de santé, nous on revendique d'assurer une continuité des soins et une présence renforcée dans les établissements, ce qui nous est impossible à moyens constants. On a aussi besoin de pouvoir échanger en équipe pluriprofessionnelle au sein des établissements. Et là encore, les temps de partage et de concertation ne sont pas prévus dans les emplois du temps de ces personnels et ne sont pas comptés comme un temps de travail, ce qui rend difficile l'efficience et les concertations. Vous le savez, la FSU est très attachée aux équipes pluriprofessionnelles et qui interviennent dans les établissements scolaires. Or, en cette rentrée particulièrement, c'est quelque chose qui est persistant depuis plusieurs mois. On a les infirmières, les assistantes sociales et les psychologues de l'éducation nationale qui risquent d'être externalisés dans le cadre du projet de loi 3D sur la décentralisation, le transfert de compétences aux collectivités territoriales de la santé en milieu scolaire. Or, on sait que les regards croisés qu'on permet, en complémentarité avec les équipes pédagogiques, permettent d'assurer un égal accès, en tout cas de limiter les inégalités face à la réussite scolaire. Ces attaques, elles sont récurrentes et ces personnels au sein de l'éducation nationale souffrent d'un manque de reconnaissance et de moindres moyens qui entravent l'exécution de leur mission. Nous ne partageons pas également le projet de députés, d'une poignée de députés à l'Assemblée nationale qui œuvrent à la création d'un service de santé scolaire sous l'autorité du ministre de la Santé. D'ailleurs, on a été également très surpris par la position du ministre hier qui leur a concédé leur soutien lors de son audition à l'Assemblée nationale. Pour nous, la santé à l'école, elle doit rester sous la gouvernance du ministre de l'Éducation nationale et les missions des professionnels de santé doivent rester centrées sur la réussite scolaire. La santé à l'école ne souffre pas d'un problème structurel, comme certains l'évoquent. Elle souffre surtout d'une absence de moyens, et particulièrement depuis 2007, alors que des textes sont récents et datent de 2015 et sont salués par l'ensemble de la communauté scolaire. Depuis 2017, elle souffre d'un manque d'impulsion
ministériel. Donc, vous l'aurez compris, nous, ce qu'on demande au ministre, c'est qu'il applique les textes de 2015, qu'il impulse une politique de santé à l'école en respect de cette orientation, en donnant à l'ensemble de la communauté scolaire la responsabilité de la santé des élèves et bien sûr qui crée des moyens massifs, notamment en emploi infirmier, puisqu'on compte 7 700 infirmières pour 12 millions d'élèves et 52 000 écoles. Et je rappelle qu'au-delà de l'accueil d'écoute, on est aussi là pour impulser les projets éducatifs de santé dans les établissements. Voilà, je vous remercie. D'accord. Non, mais moi, exceptionnellement, je ne vais pas parler spécifiquement de l'éducation physique et sportive parce qu'on se retrouve globalement dans les propos du second degré de manière générale, du SNES, même si on a des particularités fortes et pour le coup, je pourrais répondre éventuellement aux questions. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour une fois, j'observe un petit accord avec Jean-Michel Blanquer quand il dit le Covid n'est pas tout. Effectivement, le Covid n'est pas tout. Mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il met quand même en exergue et qu'il met à la face de tout le monde, finalement, l'état de notre école actuellement. On assiste depuis son arrivée quand même à une accélération très forte de l'atomisation de l'éducation. Donc, je veux dire par là que c'est le local maintenant qui prime et c'est le local qui doit s'adapter à tout. Alors, on souffre d'interprétations multiples et variées, multiformes, des consignes ministérielles. On rencontre maintenant un renforcement de plus en plus fort des pouvoirs locaux. Tout ça, ça se double bien sûr de définition locale des contenus, de définition locale des certifications, de programmes de cycle qui permettent toute forme d'aménagement et qui montrent bien que finalement les repères ne sont pas si stabilisés que ça, ou flous ou mal définis. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons qui fait aussi que se développe nombre de tests, que se développe aussi le conseil de l'évaluation de l'école, puisqu'on n'arrive plus à savoir ce que les élèves ont acquis ou non, donc on est obligé de faire des tests. Enfin, on sombre un peu dans le n'importe quoi, faut le dire. Bref, on a pu voir pendant le confinement le développement assez massif. C'est pas le développement, mais au moins on a pu les découvrir et les avoir de manière forte. Les disparités et les inégalités, elles ont été criantes pendant le confinement. Mais ce qu'on constate, c'est que le système, de toute façon, face à un sous-investissement, alors que ce soit en matière de moyens humains, comme ça a été dit, parce qu'on continue les suppressions de postes dans le second degré, en moyens matériels, je pense notamment aux installations sportives pour mon secteur, mais il en manque aussi dans les établissements scolaires, et en moyens financiers, dans cette période de sous-investissement qui dure depuis des lustres, on sera dans l'incapacité de réduire ces inégalités, alors même que ça devrait être au cœur de nos préoccupations, et c'est, vous l'avez compris ici, en tout cas au cœur des nôtres. On est face donc à des consignes, à des mises en œuvre qui sont de plus en plus aléatoires ou de plus en plus disparates, et dans le même temps un renforcement du pouvoir des hiérarchies locales. Ce qu'il faut mesurer aussi, c'est que ces dernières, elles sont sous pression. Alors sous pression des parents, sous pression des élèves, sous pression des enseignants, sous pression de l'administration, et elles font face à des interrogations multiples et variées, mais elles n'ont pas toutes les réponses et elles n'ont pas les moyens. Ce qui fait que parfois, dans les établissements, on sombre dans des formes d'autoritarisme. Et si je dis ça, ce n'est pas innocent, c'est parce qu'on commence à observer des éclatements des collectifs enseignants. On commence à constater une fatigue déjà très très forte des enseignants. Et que ça risque de ne pas durer très très longtemps. Finalement, ça risque de devenir explosif assez rapidement. Donc voilà, c'est tout ce que je rajouterais par rapport à mes petits camarades. La situation, elle n'est pas simple, elle est même très compliquée, et que dans le temps, ça risque de ne pas durer et de devenir assez vite explosif. Et c'était un propos conclusif, mais qui ouvre une série de questions, peut-être. Oui, François Jarraud. Bonjour, j'ouvre, je sais pas, vous m'entendez bien? Oui, Oui. Ok. très bien. Alors, j'ouvre, il y a plein de questions, hein, mais peut-être la première question, c'est sur la transformation du métier qu'envisage Jean-Michel Blanquer. Il en a parlé encore hier à l'Assemblée. Visiblement, pour lui, c'est plus important que la revalorisation. Est-ce que vous avez des infos sur ses intentions à ce niveau-là? Comment vous voyez les choses? Et puis aussi l'évaluation des établissements.
Le CE est créé. Est-ce que vous savez comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous en pensez? Et enfin, après je m'arrête, un des grands enjeux de la rentrée, c'est l'accompagnement des élèves, compte tenu du contexte. Alors Blanquer brandit les heures supplémentaires, les chefs d'établissement nous disent qu'ils ne les ont pas forcément, Blanquer parle de devoirs faits. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tous ces dispositifs et que faudrait-il faire pour mieux accompagner les élèves? Alors, peut-être sur la première question, effectivement, on est nous-mêmes à la fois, enfin, on est dubitatif et dans l'ignorance complète de ce que Jean-Michel Blanquer met derrière les termes transformation du métier. Au moment des discussions sur la réforme des retraites, à l'occasion de la réforme des retraites, toute une série de groupes de travail avaient été ouverts, mais sans jamais que la moindre piste ne soit avancée. En disant toujours il faut transformer le métier, il faudra les collectifs de travail, travailler plus en équipe, etc., etc. Qu'est-ce que ça voulait dire dans leur esprit en termes de primes, d'indemnités, de je ne sais quoi? On n'en a jamais rien su. C'est-à-dire que nous, en face, on disait il faut prime d'équipement, il faut éventuellement, il faut évidemment de l'indiciaire, mais bon, l'indiciaire, on ne veut pas. Donc, il nous disait on va faire une prime éventuellement pour tous, mais que sur les premiers échelons. Donc, ça s'appelait la prime d'attractivité. Mais là, pour le coup, c'était pas du mérite ni rien du tout. C'était tous les profs qui sont à tel échelon auront tant d'euros. Donc, c'était pas ça non plus. Et du coup, il y a prime d'attractivité, prime d'équipement, renforcement, alors rémunération des formations qui seraient faites sur le temps des vacances scolaires. Là non plus, c'est pas particulièrement du mérite. Ça améliore pas de notre point de vue, mais ça augmente le temps de formation peut-être, mais c'est pas la prise en compte de nouvelles formes de métiers. Et puis remplacement en interne dans le second degré, qui est un dispositif qui existe déjà, dont on a déjà dit qu'en fait quand on affiche qu'on va le renforcer, ça fait plusieurs fois que c'est fait et en réalité ça n'est pas possible de fait dans les établissements. Et donc avec tout ça, si déjà on fait tout ça avec seulement 400 millions d'euros, de toute façon, déjà, il n'y a pas suffisamment pour faire des choses significatives. Et donc, est-ce qu'il y a des choses en plus, des choses derrière les propos sur le travail en équipe? Parce qu'évidemment, toutes ces choses-là, elles ne viennent pas de nulle part. Ils répètent ce qui est dit depuis longtemps par des rapports de la Cour des comptes ici, des choses qui sont disparates, mais qui disent tout le temps qu'il faut rémunérer à la performance, rémunérer les équipes, en fonction des résultats de l'établissement. Alors on entend toujours est-ce que c'est les résultats des élèves, est-ce que les résultats... Bon, tout ça est dans le flou le plus complet. C'est sûr que nous, ça nous fait plutôt ça nous rend plutôt inquiets, cette histoire qu'il faudrait redéfinir les métiers pour justifier une revalorisation. Si on part comme ça, on est très très mal parti. La revalorisation, elle est nécessaire pour reconnaître l'engagement des agents et elle est nécessaire pour l'ensemble des agents. Après, rouvrir la question des métiers enseignants, c'est quand même un sujet qui mérite un autre traitement que cette espèce de flou artistique et qui est toujours en plus dans le même esprit néo-managérial. Il faudrait absolument distinguer les uns et les autres, distinguer telle équipe par rapport à telle autre, distinguer telle école par rapport à telle autre. Et on est toujours dans le même esprit, mais au fond, ça pour le coup, c'est pas très nouveau. Donc non, on n'a pas d'informations là-dessus, et pas d'ailleurs non plus sur les éléments que j'ai dit avant, prime d'attractivité, etc. On ne sait pas du tout où ça en est. C'est sur la table. Les 400 millions sont dans le PLF, pour l'instant, a priori ils y seront. Mais qu'est-ce que ça permettra de faire véritablement, vers qui, vers quelle prime, etc. Ça serait orienté, ça on n'a aucune information. Peut-être sur après, peut-être Igor pourrez compléter, mais Igor sur juste avant qu'Igor ne parte sur le conseil d'évaluation, mais je pense que c'est un peu lié d'ailleurs. On a quand même une petite idée par rapport à ce que dit Benoît. On voit déjà se mettre en place des mesures qui vont dans le sens
justement d'une différenciation selon les collègues. Je prends l'exemple des lycées d'éducation prioritaire. Il y a des lycées actuellement qui sont encore classés, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Et ils bénéficiaient jusqu'ici d'une clause de sauvegarde qui s'est éteinte au 31 août 2020, qui permettait au personnel de disposer d'une prime. J'ai posé la question de savoir ce qui allait se passer pour ces établissements et ces collègues, puisque normalement, voilà, cette année scolaire, ils ne devraient plus toucher cette prime. On a dit, mais on va inventer un nouveau système, c'est-à-dire que ce qui sera lié à la mise en place d'un projet d'équipe. Et si ces lycées peuvent mettre en place un projet d'équipe qui ensuite montre que on a pris en compte donc les publics, etc., il y aura éventuellement une prime qui sera une prime d'équipe. Donc c'est pour ça que je disais c'est un peu lié à l'évaluation aussi des établissements. Alors, on sait tous les biais de ce type de dispositif parce que on sait comment monter un projet qui paraît vendeur, c'est pas très compliqué. Donc c'est la course aussi à celui qui saura le mieux emballer le paquet cadeau, si je puis dire. Et puis ensuite, tout dépend des critères évidemment d'évaluation. Et là aussi, il peut y avoir des biais, puisqu'on sait que si c'est par exemple les réussites des élèves aux évaluations, ça, on peut avoir sur l'évaluation des pratiques qui montrent qu'on a fait très nettement progresser les élèves, etc. Mais à partir du moment où on conditionne des moyens à des résultats qui peuvent justement être et qu'on travaille pour ces moyens, ça fausse évidemment pas mal de choses et souvent ça introduit en plus des concurrences entre les personnels qui sont plutôt néfastes justement au travail en équipe. Vas-y, Igor, sur le conseil scientifique. Igor Ganterzix, du FSU. Sur votre question concernant l'évaluation des EPLE, on a une petite idée de la mise en place qui a été présentée par les recteurs et rectrices pendant les réunions de rentrée. Il reste de nombreuses interrogations sur la mise en œuvre concrète. Quelques exemples sur l'évaluation externe. Il nous a été dit qu'il y aurait des indicateurs qui sont dégagés, qui seront les mêmes sur l'ensemble du territoire. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur ces indicateurs. Sur la création des équipes d'évaluation qui impliquent des personnels de direction, qui impliquent les corps d'évaluation, qui impliquent également des personnalités extérieures. Là aussi, interrogation de manière concrète sur les éléments. Concernant l'évaluation interne, interrogation sur la plus-value et la différence entre ce nouveau dispositif et ce qui est déjà mis en place sur les contrats d'objectifs, sur lesquels les équipes internes ont cette mission d'évaluation préalablement à l'élaboration des objectifs du contrat. Le dernier point, donc nombreuses interrogations, le dernier point par rapport à un contexte de rentrée qui est déjà bien chargé, nous demandions à ce qu'il y ait un minimum le report de la mise en œuvre de cette procédure d'évaluation des établissements parce que c'est quelque chose qui reste à construire. On en connaît les grandes lignes, mais pas la mise en œuvre précise. Deuxième point qui justifierait ce report, quel intérêt d'avoir des indicateurs quantitatifs sur l'année 2019-2020? Aucun sens. Donc, comment évaluer des établissements à partir d'indicateurs dans un contexte tel qu'on l'a connu l'an dernier? Voilà. Dernier point par rapport à cette notion d'évaluation d'établissement, véritablement une interrogation sur ce qu'apporte en plus cette évaluation, notamment par rapport aux contrats d'objectifs, pour lesquels on voit bien la difficulté de mise en œuvre, puisque dans certaines académies, l'ensemble des établissements n'ont toujours pas validé ces contrats d'objectifs, qui soulèvent aussi des interrogations sur le lien avec les collectivités territoriales, qui posent là des questions de fond. Sur la question concernant les heures de dispositifs différents, qui a été reçu dans l'établissement et le discours ministériel. Un discours ministériel qui dit globalement 3 heures, il faudra arriver à 3 heures par élève. Des dotations dans les établissements qui sont sur la période septembre-décembre, qui sont très largement inférieures à cette dotation. Ce qui pose problème parce qu'on ne sait pas dans les établissements
Et on n'a pas su, le jour de la rentrée, sur quelle ligne préparer l'organisation de l'accompagnement des élèves, indépendamment du fond du dispositif. Est-ce qu'on l'organise sur la dotation reçue dans l'établissement qui correspond à peu près à un quart de l'objectif ministériel, ou est-ce qu'on l'organise en fonction des objectifs ministériels, mais alors, oui, de la dotation. Concernant les autres heures, notamment les heures supplémentaires liées à ces soi-disant acquisitions de compétences dans les savoirs fondamentaux, c'est-à-dire en fait maths français. Alors, une première interrogation là, de fond, parce que retirer des élèves de certains cours, de certaines disciplines pour aller faire des maths et du français, ça pose une véritable question de fond et on a l'impression de revenir 30 ans en arrière, si ce n'est pas plus. Et au-delà de cette interrogation, sur quels moyens est-ce que cela se fait? Là, pour l'instant, nous n'avons pas connaissance des dotations précises dans les établissements. Si je peux rajouter pour le premier degré sur les dispositifs pour accompagner les élèves, dans le premier degré, il n'est pas question d'avoir des heures supplémentaires, puisque ce n'est pas réglementairement possible pour les enseignants. Donc tout ce qui se trouve, mais enfin, c'est aussi valable pour le second degré, tout ce qui a été mis en place par le ministre est extérieur à l'école, est externe à l'école. On n'est pas dans la classe, on n'est pas dans un soutien à l'interne de la classe, un soutien de l'enseignant et la possibilité de diviser les groupes et d'intervenir sur des petits groupes. On est bien sur des choses extérieures telles que les stages de remise à niveau, et on sait que ce ne sont pas les élèves les plus en difficulté qui ont participé cet été au stage de remise à niveau. On sait aussi que ça a beaucoup moins d'effet que tout ce qui peut se passer au sein de la classe. Donc il y a vraiment rien de mis en place là actuellement au sein de l'école pour réduire ces inégalités, et puis ces dispositifs qui sont annoncés sont effectivement très insuffisants parce que globalement on manque de postes, on manque d'enseignants supplémentaires et d'enseignants spécialisés pour accompagner les élèves. Moi, si je peux compléter. Je suis Nathalie André-Guelquin du SFPFSU, le syndicat des assistantes sociales. Je dirais que c'est pire que ça, c'est pas des moyens, on parle d'en enlever. Quand effectivement Safia du SNICS nous parlait de ce qui est prévu pour les infirmières et l'envie qu'il y aurait de remettre des professions dans un service de santé alors que ça fait des décennies qu'on n'est plus considéré comme personnel de santé, pour permettre comme ça de pouvoir sortir un service de santé scolaire de l'éducation nationale. On est sur pire que ça. Enfin, de rappeler simplement que notre profession, elle a son origine depuis 1918 pour lutter contre la tuberculose. Notre but, nos services, la spécificité du service social, c'était un service de prévention et c'était un service de lien avec les familles. À l'heure d'aujourd'hui, nous, notre ministre, depuis qu'il est arrivé, on n'a jamais réussi à le rencontrer. C'est pas faute de lui demander, mais qu'apparemment, le service social scolaire, il ne doit pas y avoir beaucoup d'intérêt. Il l'a découvert pendant le confinement, parce que ce que nous lui disions, ça allait dans son sens. Quand on lui disait qu'on était très inquiet pour les violences intrafamiliales et sur la précarité alimentaire qui était en train de se dégager qu'on voyait dans les familles avec le confinement. Alors à ce moment-là, on a eu un intérêt pour lui. Et depuis, quand on lui demande de pouvoir le rencontrer, pour le moment, il botte en touche et il ne veut pas nous rencontrer. Donc voilà, de rappeler qu'on a un service qui, à l'éducation nationale, nous sommes les seuls habilités à faire des visites à domicile. Quand on parle de décrochage scolaire, il faudrait peut-être que ça fasse des tilts quand on parle de seul service habilité à faire des visites à domicile. Quand on décroche, peut-être qu'à un moment, il faut aller voir les familles pour leur expliquer qu'il serait bien qu'ils reviennent. Donc voilà, non seulement on ne donne pas les moyens, mais on est en train de les sortir, les moyens. On est en train d'oublier ce qui est en train de se passer. Et voilà, on devrait peut-être revenir à l'histoire et se rappeler pourquoi on a des services spécifiques à l'éducation nationale, et en cette période de Covid notamment.
Donc voilà, on est très très inquiets. Nous, au niveau des assistantes sociales de l'éducation nationale, là, effectivement, avec la crise qui s'annonce, ça va être très compliqué, forcément dans les familles et les enfants vont revenir avec toutes les inquiétudes du fait que les parents vont avoir perdu leur boulot, ou vont le perdre, et comment on fait après pour arriver à être attentif en classe avec tout ça. Voilà, c'est oublier que pour se concentrer à l'école, il faut déjà que ça aille bien à la maison, et que c'est parce qu'on va réussir à permettre aux enfants de se concentrer à l'école aussi que la situation pourra s'arranger. Il serait urgent, effectivement, que le ministre aussi écoute ces services spécialisés. Alors peut-être que c'est justement parce qu'on dit des choses qui peuvent déranger qu'ils ne veulent pas nous écouter. Peut-être d'autres questions, Marie-Christine notamment. Voilà. Bonjour, je viens d'activer mon micro. Très bien. Bonjour à tous. J'ai 3 questions. La première, pour rebondir sur ce que disait François sur la redéfinition du rôle des enseignants. Peut-être une question pour vous en particulier, Madame Gérardin. Emmanuel Macron, hier, qui était en lycée professionnel, disait, et il a insisté là-dessus, le rôle des enseignants, c'est d'aller, et je le cite, chercher les jeunes pour les orienter, les former et les conduire jusqu'au travail. Est-ce que vous voyez ce que ça pourrait donner en termes de redéfinition du rôle de l'enseignant et ce qu'il peut y avoir derrière? Ça, c'était ma première question. Deuxième question pour Safia Guerechi. Est-ce qu'il est envisagé que des tests PCR ou autres soient réalisés dans les établissements scolaires par les infirmières? Et troisième question, peut-être pour vous, Benoît Test, et pour tous, j'allais dire, comment vous voyez la réforme de la gestion des ressources humaines promise par Jean-Michel Blanquer? Merci à tous. Oui. Alors, ce qu'il a dit hier confirme un petit peu toutes les orientations qui sont mises en place en ce moment sur les modifications de notre métier et les modifications, les politiques éducatives, justement, de la formation professionnelle. En réalité, aujourd'hui, dès que le ministre Blanquer et ce gouvernement est arrivé, on a vu dans la sémantique, par exemple, il ne parle plus d'élévation du niveau de qualification, il parle simplement d'élévation du niveau. On voit bien aussi qu'il y a des choses en termes de double finalité. La voie professionnelle a une double finalité. La poursuite d'études, l'insertion professionnelle. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis en place Parcoursup, en prenant l'alibi aussi des élèves de lycée pro qui ne réussissent pas dans les universités. Donc tout ça, ça se réduit et on arrive en fin de mandat à leur projet réel, qui est que quand un élève vient dans la voie professionnelle, c'est pour une insertion immédiate. Et on le voit aussi avec la loi Avenir Pro, c'est même, si on va au bout de leur projet, ce serait même de retirer la frontière pour certains élèves entre la formation initiale et la formation continue. C'est-à-dire que l'école, on réduirait l'école obligatoire, même s'ils pouvaient la réduire à 14 ans, mais enfin jusqu'à 16 ans pour avoir le minimum. Et une partie de ces élèves-là ensuite serait orientée vers l'apprentissage, en général, l'apprentissage dès 16 ans, dans le but d'avoir c'est-à-dire que l'école, on réduit l'école au rôle des savoirs fondamentaux et de donner le minimum de compétences sociales, c'est-à-dire de compétences comportementales, et ensuite charge aux entreprises de former, voire de formater les élèves aux gestes techniques. On est vraiment dans cet objectif-là avec ce gouvernement, qui est à l'opposé évidemment de ce qu'on prône. Nous, on prône une formation globale, équilibrée entre les savoirs généraux et les savoirs professionnels pour permettre cette double finalité qui est aujourd'hui en plus essentielle quand on est face à une crise économique telle qu'elle est en train de se mettre en place. On a quand même l'impression qu'on va ressortir des phrases, enfin, et des éculées, j'allais dire, parce que accompagner, orienter les élèves, on avait des personnels qui s'appelaient les psychologues de l'éducation nationale. Bon, on est en train, petit à petit, de réduire leur nom.
de leur assigner uniquement dans le cadre des régions un certain nombre de missions qui détournent justement leur rôle dans les établissements. Et de l'autre côté, on a toujours cette idée que les formations ne correspondent pas aux offres d'emploi. Enfin, c'est tout le mythe il y a une adéquation entre le nombre d'offres d'emploi et les formations données par le système scolaire. Quand on regarde, il y a eu plein d'études là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des offres de toute façon qui sont en rotation permanente. Il y a des emplois qui ne sont pas pourvus pour des raisons ou de salaire ou de conditions de travail. Et puis, quand on regarde les études du CEREC, on a un jeune sur 3 seulement qui a un emploi qui correspond strictement au diplôme qu'il a reçu. Donc, d'où l'importance d'avoir une formation générale, ce que dit le SNUEP, notamment sur les disciplines générales, qui permettent aux jeunes d'avoir cette vraie culture commune dont nous on parle, parce que qui leur permet après de se reconvertir, d'évoluer, etc. Et donc là, on est de nouveau dans une perspective adéquationniste qui n'a jamais fait ses preuves. Peut-être un complément vu du côté de l'enseignement agricole par rapport à la question telle qu'elle est posée. Pour faire le lien aussi avec tout ce qu'on s'est dit sur la situation sanitaire. On a été frappé d'une chose, la maltraitance la plus forte, ou le désintérêt le plus marqué, ou alors l'intérêt qui était ailleurs que celui des jeunes, s'est posé pour nous pendant cette période de confinement sur les apprentis. Voilà. Donc, ce sont des gens comme leurs prédécesseurs, par ailleurs, mettent en avant l'apprentissage, mais qui en réalité ont laissé ces jeunes dans des conditions sanitaires déplorables, dans les entreprises, leur niant y compris le fait qu'ils étaient en formation initiale, et voire en les mettant dans des situations qui étaient plus défavorables que les salariés des entreprises eux-mêmes. Il fallait quand même le faire. Voilà. Donc, moi je trouve que c'est aussi un angle intéressant à observer pour savoir ce que l'on veut pour demain. Et par ailleurs, on a rencontré le nouveau ministre de l'Agriculture, et un de ses gros soucis, c'est comment se fait-il que, donc dans la production agricole, le monde agricole ne comprend pas l'intérêt des primes parce que c'est gratuit sur les premières années et pourtant ils ne veulent pas les apporter. Donc le gros souci, et ça leur revient aussi parce que cet adéquationnisme, on le retrouve aussi sur un autre champ qui est que, suivant la situation économique, on est face à des formations cycliques et donc leurs schémas sont un peu contrariés. Par contre, il y en avait un qui avait assumé le schéma et moi je pense que dans ce que dit Cyril, c'est ce qu'on le retrouve, ce sont des gens qui ne veulent plus de lycée professionnel, qui sont effectivement en train de basculer la formation initiale vers la formation pour adultes. Et l'idée, c'est qu'en gros, nos lycées pro ne seraient plus là que pour faire une espèce de sas d'attente avant d'envoyer les jeunes vers l'entreprise ou de les récupérer quand l'entreprise les rejette. Donc ça, c'est vraiment une conception de l'éducation dans laquelle, je pense, aucun parent d'élève ne peut se retrouver. Voilà. Je pense qu'on en est là quand on parle de ces sujets. Du coup, sur la deuxième question, pardon, oui. Safia. Oui, je vais intervenir sur les tests PCR. Je crois que votre question fait écho aux inquiétudes des parents qu'on peut avoir en ce moment sur les réseaux sociaux sur les obligations ou les dispositifs médicaux lesquels on pourrait contraindre leurs enfants sans l'autorisation des parents. C'était l'origine, excusez-moi, c'était l'origine de votre question? Non, pas forcément. Il y a un lien, mais j'allais dire non, pas. C'était beaucoup plus. C'est pour savoir si c'était ça la problématique. Non, sinon, les tests PCR, au mois de avril-mai, il y a eu ces discussions à l'Éducation nationale. Certains professionnels de santé souhaitaient faire des brigades internes. Les infirmières de l'Éducation nationale, nous, on s'est opposés à ces dispositifs de brigades internes, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a des moyens qui sont réduits et notre rôle est essentiellement pédagogique à l'Éducation nationale et est un rôle d'accompagnement. Donc les brigades ont été maintenues, ces dispositifs sont maintenus, mais c'est du ressort des ARS et des CPAM et elles ne peuvent pas intervenir sans autorisation des parents. Et le ministre à l'époque n'avait pas retenu l'application de tests PCR à l'Éducation nationale. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Et peut-être du coup très rapidement sur la question des RH, parce que dans notre esprit, la réponse qu'on peut vous faire, elle correspond beaucoup à ce qu'on a dit tout à l'heure sur en fait les primes au mérite, tout ce discours sur évaluation qui conduit à prise en compte différenciée des carrières, etc. On a expliqué pourquoi. Nous, on ne pense pas que c'est une piste souhaitable
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet de gestion des ressources humaines dans l'éducation nationale, encore plus qu'ailleurs sans doute. Oui, il y a un sujet. Les personnels sont souvent en manque de reconnaissance. Une institution qui ne sait pas gérer effectivement ses personnels. Et ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, c'est que Jean-Michel Blanquer a été le bon élève de l'application de la loi de transformation de la fonction publique. Il a supprimé une chose qui n'était pas parfaite, hein, loin de là, parce que c'était simplement une organisation qui permettait de vérifier que les choses se fassent dans la transparence. Donc, on n'a jamais dit que le système antérieur était parfait. Mais les commissions paritaires, c'était, on va dire, un moindre mal du fait que la gestion des ressources humaines soit effectivement souvent maltraitée dans l'ensemble de la fonction publique d'ailleurs, hein, mais en particulier au ministère de l'Éducation nationale. Et donc là, on se retrouve avec une situation où il n'y a plus de transparence sur les opérations de gestion et donc on nous promet une réforme, une redéfinition de la gestion des ressources humaines différemment. Et donc on répond à côté à la question qu'on pose, quelle transparence, comment est-ce qu'on fait pour contrebalancer toutes les obligations du statut. Le statut, s'il y avait ces commissions paritaires, c'était quand même lié à l'existence d'un statut qui fait que, effectivement, quand on a une affectation, il faut qu'on s'y rende. Il y a un pouvoir réglementaire de la hiérarchie qui fait que les fonctionnaires, ils n'ont pas de contrat de travail, etc., etc. On ne négocie rien de gré à gré, mais par contre, on avait au moins cette vérification de la transparence dans les opérations de gestion. Et donc ça a été supprimé. Et de fait, nous, on pense qu'on ne peut pas en rester là, ça c'est sûr, parce qu'effectivement, on l'a constaté pour les enseignants et pour tous les personnels, il y a eu un grand nombre d'affectations, forcément, puisque pour nous, contrairement au reste de la fonction publique, c'est en année scolaire. Donc là, les affectations qui ont été faites sans transparence, sans vérification, eh bien, ça a créé des difficultés qu'on avait dites. Et donc, effectivement, il y a un sujet à traiter, mais là, pour le coup, c'est pas on a vraiment le sentiment qu'on reste dans cette idéologie néo-managériale et qu'on ne va pas le traiter de la meilleure des manières. Après, on est ouvert aux discussions et on va aller discuter. Si le sujet est sur la table, ça, la FSU, de toute façon, sur tous les sujets, le fait, et sur celui-là en particulier, parce que c'est un vrai sujet. Il y a un vrai problème de gestion des ressources humaines et il y a des vraies améliorations à porter. Pour compléter, ce qu'on peut voir, ce que nous indiquent également les assistantes sociales des personnels, c'est qu'effectivement, les nouvelles ressources humaines font qu'on aurait tendance à avoir des collègues qui étaient déjà en difficulté auparavant à cause de nombre, et qu'en plus se rajoute maintenant une difficulté va être entre personnels. Rappeler que les collègues assistantes sociales des personnels, elles sont comme toute assistante sociale soumises au secret professionnel et que quelque part c'était un service au personnel qui apparemment doit être gênant puisque ce qui pouvait se dire dans les bureaux des collègues effectivement se rester dans les bureaux des collègues et que c'était un service offert au personnel pour pouvoir venir à un moment dire leurs difficultés et de pouvoir être aidé par un service social. Et que ce qu'on peut voir au niveau des ressources humaines, c'est que ce secret professionnel n'existe pas. C'est le principe même. Et qu'on se retrouve avec des difficultés entre services. Et effectivement, des collègues assistantes sociales des personnels qui sont de plus en plus en difficulté et qui de plus en plus des collègues qui s'en vont des services sociaux des personnels. Donc nous, c'est ce qu'on en a comme expérience. Et l'inquiétude, effectivement, pour les personnels, de ne plus avoir non seulement de lieux qui puissent les accueillir, qui puissent parler en toute confidentialité, mais effectivement, des lieux, par contre, où ils devront être entendus et effectivement, le côté hiérarchique qui pourrait en découdre pourrait arriver. Peut-être d'autres questions Peut-être. Pas d'autres questions
C'est-à-dire qu'on a été un peu long dans les présentations. On vous remercie de votre attention d'ailleurs. Je ne sais pas si... Par rapport à votre question sur ce qui pourrait être prévu comme les nouvelles attributions des enseignants, comme ça peut être le cas, qu'on veut faire pour effectivement les psychologues, conseillers d'orientation, de pouvoir donner leur mission aux enseignants. Nous, en tant qu'assistante sociale, on sent bien que de toute façon, c'est ce qu'on... Je vous disais tout à l'heure que nous sommes pour le moment les seuls autorisés à pouvoir aller en visite à domicile. Bien entendu que quand on entend que les enseignants devraient aller chercher leurs élèves, que ça ressemble effectivement à ces missions, simplement de rappeler que c'est des missions qui demandent des formations et qu'aller au contact des publics les plus en difficulté, ça ne s'improvise pas. Que ce sont que le travail social, c'est une formation. On ne peut pas être en même temps enseignant, travailleur social, psychologue, qu'à force, effectivement, on enlève la mission des enseignants pour qu'on en même boulot. Et c'est vrai là, on est une année où on a parlé beaucoup des sujets RH. Il y a beaucoup de sujets là qui vont nous occuper. On n'a pas parlé d'éducation prioritaire, mais vous verrez dans le dossier, on a mis certains éléments parce qu'on est en pleine refonte. Alors, nous aussi, on va réfléchir, on va proposer un colloque aussi pour refaire nos propositions, les retravailler aussi, hein, parce que c'est des questions importantes. Donc, éducation prioritaire, les chantiers, revalorisation, derrière lesquels à chaque fois on met les questions de métier. Donc des sujets d'ampleur qui sont sur la table et du coup on a une année syndicale sans doute chargée, en plus de la crise sanitaire à prendre en compte. Et voilà, on a beaucoup de travail syndical pour cette année et beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Voilà. Merci beaucoup. Merci à ceux qui étaient à distance et dans la salle. Merci à vous. Merci pour la retransmission à distance. Merci. J'apprécie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.